Eh bien bonjour, nous allons commencer cette table ronde sur les data qui s'intitule donc les data à l'action. On m'a demandé de créer cette table ronde, Jérôme Leleu m'a fait confiance pour créer cette table ronde et je leur remercie énormément, et puis toutes les équipes de Tech4Health bien entendu avec 15 mai. Les data, de la data à l'action, donc comment les données en vie réelle optimise la pertinence et la qualité des pratiques médicales. Du stéthoscope de l'ANEC jusqu'à nos technologies actuelles, la médecine n'a cessé d'évoluer. Je pense qu'on en parle depuis ce matin. Aujourd'hui, notre exercice médical, je suis médecin généraliste, notre exercice médical a un nouveau compagnon. Nous sommes rentrés dans l'ère de la data. Ouais, d'accord, mais les data, à quoi ça sert ? À quoi ça sert aux professionnels de santé? À quoi ça sert aux patients? Fini le temps où les informations médicales restaient cloisonnées. Désormais, chaque donnée a une opportunité. Optimiser les soins, personnaliser les traitements, anticiper les risques. Aux côtés de Marianne Cimino, je suis honoré sincèrement de vous présenter cette table ronde. Merci Cédric. Eh bien oui, la data, ce n'est pas seulement une courbe sur un graphique. C'est une donnée qui est vivante, qui est précieuse, qui est essentielle à l'évolution des pratiques médicales, et on va le voir avec nos intervenants. Imaginez un instant que chaque pas que vous comptez, chaque battement cardiaque mesuré ou chaque interaction médicamenteuse détectée, que chaque résultat clinique qui est rapporté devienne une information, une connaissance, non pas isolée, mais une pièce d'un puzzle qui, une fois assemblée, révèle des motifs qui seraient invisibles à l'œil nu du médecin. Le défi est de rendre ces données actionnables dans la pratique clinique. Et 3 experts, alors aujourd'hui, enfin pour l'instant encore 2, puisqu'il y en a un qui est bloqué dans les transports, vont nous expliquer comment ça se concrétise dans leur pratique. Donc nous avons la chance d'avoir Mathilde Chevalier-Pruvot, qui est directrice des affaires publiques de Weavings, et qui va nous expliquer les solutions connectées pour un suivi précis que développe Weavings. Nous aurons Emmanuel Bibot qui nous rejoindra, qui est le CEO de Posos, pour améliorer les prescriptions médicamenteuses. Et nous avons le docteur Jérôme Villemot, qui est chirurgien orthopédiste et cofondateur de DigiCare, qui a pour ambition de révolutionner le suivi post-opératoire. Voilà. Et donc Mathilde, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours un petit peu atypique de philosophe du soin et de la santé, et comment cette formation influence-t-elle ton intervention dans une société comme Weavings? Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir invités à cette table ronde. Chez Weavings, on est effectivement convaincus, comme vous le disiez Marianne, que les données c'est vivant et que les données c'est extrêmement utile et actionnable. Donc moi effectivement j'ai une formation initiale en sciences politiques et en philosophie, avec une spécialisation en philosophie du soin et de la santé, et pourtant je travaille en entreprise. Alors ça étonne encore en France, ça n'étonne plus aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon où les philosophes sont beaucoup plus présents. Donc c'est vrai qu'on a un rôle aujourd'hui qui est décisif, parce qu'on le sait, avec le défi des maladies chroniques, il ne suffit plus simplement de donner un médicament à un patient pour faire en sorte qu'il aille mieux. Il faut comprendre comment le motiver, comment l'engager à changer son comportement. Donc ça, c'est un des premiers rôles de la philosophie. Et le deuxième rôle aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des systèmes complexes où il y a énormément d'acteurs dans le soin. On a déjà vous parliez tout à l'heure de décloisonnement, Cédric, mais effectivement, autour des malades chroniques, on a différents acteurs. Les parcours de patients, ils sont très complexes. Et le rôle de la philosophie, c'est de pouvoir donner une vision globale et de comprendre comment structurer et comment faire travailler tout le monde ensemble. Et c'est ça que j'essaye d'apporter chez Weavings et plus largement dans le monde du soin. Merci Mathilde. C'est à moi que revient de présenter Jérôme Villemot, donc chirurgien orthopédiste, spécialisé dans le genou et pionnier de la chirurgie ambulatoire, notamment en termes de prothèse totale de genou en ambulatoire, même pour des interventions lourdes. Comment cette expérience clinique a-t-elle nourri ta vision pour fonder DigiCare ? Alors, merci de l'invitation. Moi, étant pionnier d'une
d'une entre guillemets révolution de faire de la chirurgie lourde en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient arrive le matin et puis il est chez lui le soir. Ça fait peur à beaucoup de monde, ça faisait peur aux patients, mais finalement ça a été les plus faciles à convaincre. Mais ça fait peur beaucoup aux professionnels de santé et à mes confrères. Et j'ai souvent été considéré comme un peu un fou furieux de tenter ça. Je n'ai pas l'impression d'être si fou que ça parce que ça marche bien et on n'a jamais de soucis. Sauf qu'il fallait que je puisse prouver que ça marchait. Et s'il y a bien une chose qu'on ne sait pas très bien faire, nous médecins, c'est nous évaluer et évaluer nos patients. On n'a pas cette culture de l'évaluation dans l'industrie, dans tous les métiers, on s'évalue. Et nous, on ne s'évalue pas. Alors on ne s'évalue pas, si je voulais être méchant, je pourrais dire pourquoi, mais je n'ai pas envie. Mais en tout cas, ce n'est pas cette culture qui nous affiche. Sauf que moi, j'avais besoin de données pour pouvoir dire, regardez, mon patient, il est rentré 4 heures après à la maison avec une prothèse de genou, et ça s'est bien passé, et il marche, et il va... Ce qui fait qu'il me fallait de la donnée. Et finalement, cette donnée, j'avais plusieurs façons d'essayer d'aller la chercher. Soit je la cherchais moi, mais c'est chronophage et c'est du temps. Soit je demandais au patient de me la donner. Et donc, c'est là qu'est née l'idée de la donnée en vie réelle, ce qui finalement est la seule donnée qui compte. Parce que moi, je peux être content de la façon dont j'ai posé ma prothèse ou non, mais si mon patient il va bien ou il va pas bien, c'est ça qui va compter à la fin. Et peut-être que la seule question en vie réelle qu'on devrait poser à nos patients, c'est 1 an après une intervention, est-ce que vous êtes content d'avoir été opéré ou pas? Et c'est ça qui compte plus que moi, mon impression. Or, si par hasard, je pose une question à un patient et que je réponds moi sur ma feuille ou sur mon ordinateur ce que m'a dit le patient, j'ai un biais d'interprétation parce que si le patient, je lui demande vous avez mal, il me dit oui quand même, je vais dire un peu. J'ai déjà un biais d'interprétation. Et ce qui fait que c'est comme ça qu'est née l'idée de DigiCare et du produit qu'on commercialise qui s'appelle Hortense, qui est destiné aux professionnels de santé, chirurgiens orthopédistes, où on va envoyer des questionnaires aux patients via une plateforme digitale chez lui, dans son canapé, et il va répondre en toute objectivité, en toute subjectivité, on va dire, qui est la sienne, mais sa subjectivité est beaucoup plus objective que la mienne. Et c'est comme ça que, grâce à ça, on a pu prouver, grâce aux données qui nous sont revenues, que, les patients, ils n'étaient pas morts à la maison, qu'ils n'allaient pas moins bien et que même ils allaient mieux. Et c'est de ce besoin de prouver à mes pairs que je ne faisais pas n'importe quoi qu'est née cette idée. Et grâce à cette idée, aujourd'hui, on collecte des tonnes de données avec de temps en temps des données qui sont inédites et qui sont contre-intuitives par rapport à ce qu'on avait l'habitude de penser. Et c'est là où moi je fais le reproche à ma corporation de ne pas vouloir s'évaluer parce qu'en ne nous évaluant pas, on passe à côté de tout un tas de choses. Et grâce à ces choses, on a fait évoluer nos protocoles et notre façon de faire. Alors on est en plein dedans. On est en plein dedans. Les données en vie réelle. L'idée, avant que Emmanuel Bilbao donc, de Pozos puisse nous rejoindre, il est en train d'arriver là, il vient de m'envoyer. Chez Withings, puisqu'on a déjà abordé le sujet là à l'instant, quelle est la vision chez vous de l'impact sur nos pratiques médicales du recueil de ces données à notre profit, nous professionnels de santé, et donc auprès des patients? Oui, je rejoins complètement ce que vous disiez. Effectivement, on a un rôle essentiel aujourd'hui dans le système de soins. Et en fait, la donnée ne va pas remplacer le médecin. La donnée va au contraire pouvoir recentrer le médecin et les soignants paramédicaux sur leur rôle central. Et elle va aussi pouvoir rendre leur action plus efficiente. Pour ça, en fait, je suis assez concrète comme vous, Jérôme. Et je prendrai par exemple l'exemple de cet appareil, donc, qui est notre Sleep Analyzer. Donc en fait, on le pose sous les matelas, on le branche, et à partir de là, c'est un capteur de pression qui va détecter le rythme respiratoire et le rythme cardiaque du patient pendant la nuit, et qui va donc pouvoir détecter un certain nombre d'éléments, et en particulier le syndrome d'apnée du sommeil. Et une fois qu'on a dit ça, on sait qu'en France, on a... L'apnée du sommeil est un vrai problème de santé publique dont on ne parle pas assez. Un médecin bordelais disait que ça réduisait l'espérance de vie de 12 ans, mais on sait que, parce que ça favorise énormément de pathologies, des pathologies chroniques, ça renforce le diabète, ça favorise des cancers. On travaille aujourd'hui avec des instituts de recherche qui montrent que ça favorise aussi les troubles cognitifs et les démences. Mais on a un problème aujourd'hui, 80% des patients apnéiques ne sont pas diagnostiqués.
Pourquoi ? Parce que ça suppose de faire une polysomnographie, de rester une nuit à l'hôpital. C'est coûteux pour le système de soins et on n'en a pas assez en France. Et donc nous, ce qu'on propose de faire, c'est tout simplement, et on a une étude qui est en cours au centre hospitalier de Saint-Étienne et qui va s'élargir à d'autres CHU, c'est tout simplement de mettre ce matelas sous les lits d'hôpitaux dans des services hospitaliers où les patients ont un plus fort risque de souffrir d'apnée du sommeil, donc notamment en diabétologie. Donc c'est automatiquement placé sous les lits. Et à partir de là, le patient qui vient dormir à l'hôpital va avoir un dépistage et une détection automatique de l'apnée. Et donc les données qu'on a, l'étude va être présentée au congrès de la SFD, la Société française de diabétologie, la semaine prochaine, sont très efficaces parce qu'on détecte beaucoup plus rapidement. Et donc du coup, on permet une prise en charge qui va être efficiente. Et puis surtout, en détectant plus rapidement, qu'est-ce qu'on permet ? On permet au parcours de soins du patient d'être plus efficient parce que plus on détecte précocement les pathologies chroniques, que ce soit l'apnée du sommeil, le diabète, plus on va permettre qu'elles aient un traitement qui soit optimal avec le moins de complications possible. Parce que c'est vrai que pour conclure, aujourd'hui en France, on a un fonctionnement où comme en fait, on parle beaucoup de prévention, mais on n'a pas d'outils de dépistage précoce à grande échelle. Et donc du coup, la prévention, on a beaucoup de mal à en faire. Donc on finit par détecter les pathologies tardivement quand elles débouchent sur des fortes complications. Et donc avec ce type d'outils, on arrive à avoir des outils de dépistage précoce qu'on peut diffuser largement, au niveau du système de soins. Alors Mathilde, je vais rebondir à ça parce que je ne savais pas que tu allais prendre cet exemple, d'accord ? Il se trouve que quand on m'a demandé de créer la table ronde, on m'a demandé de parler de cas concrets, de cas réels, de la vie, quoi. Je vais faire de l'autobiographie familiale. Il se trouve que j'en ai pris 2. Je ne savais pas que j'allais te recevoir un jour sur une table ronde. Il y a 2 ans. Et concrètement, familialement, ça m'a permis de comprendre que ce n'était pas moi qui étais atteint d'un apnée du sommeil, mais de la personne qui dormait à mes côtés. Voilà. Donc, ça a permis d'anticiper, ça a permis probablement de dépister ce syndrome d'apnée du sommeil largement 10 ou 15 ans avant même qu'on y ait pu éventuellement imaginer que c'était ça. Donc, voilà. Je dirais, l'intérêt majeur de se dire que certains objets connectés avec des recueils de data servent dans la vie réelle. Et là, c'est un patient qui vous le dit et non pas le médecin généraliste. Oui, puis pour rebondir juste sur ça, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la vraie prévention, c'est de pouvoir détecter très précocement. Et vous disiez tout à l'heure, les data, c'est vivant, c'est humain. Nous, on reçoit tous les jours des messages de nos utilisateurs et de patients qui nous disent « Vous avez détecté de l'apnée du sommeil, vous avez détecté de la fibrillation atriale avec votre montre et ça a changé ma vie. » Je prends le dernier message, un message qu'on a reçu hier d'un patient qui nous écrit « Personne n'était capable de m'expliquer pourquoi je faisais des migraines comme ça, qui étaient extrêmement invalidantes. Et en fait, avec votre montre, j'ai détecté de la fibrillation atriale et je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais de la fibrillation atriale juste avant mes épisodes de migraine. » Et donc voilà, c'est une façon concrète de comprendre comment non seulement on détecte, mais les données, c'est aussi de l'humain. On change concrètement la vie des gens parce qu'on intervient très précocement et on leur permet de comprendre vraiment leurs problèmes de santé et le fonctionnement de leur corps et la façon dont leurs problèmes concrets peuvent être expliqués par des problèmes qui ne peuvent pas être détectés efficacement. Alors merci Mathilde. Donc la star Emmanuel vient d'arriver. Merci à toi Emmanuel et pas de souci. Donc est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît et expliquer ton parcours et ce qui a amené à imaginer et avoir cette vision de la création de Pozos et pourquoi. Essaye de nous raconter gentiment ton parcours en quelques secondes. Merci beaucoup. Alors si quelqu'un a oublié son bagage dans le métro, sachez qu'il est responsable de mon retard, le bagage oublié de la RATP. Désolé pour l'arrivée un peu tardive. Merci pour l'invitation à pouvoir participer à la table ronde. Alors moi je suis pharmacien de formation. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, dans un métier notamment qui s'appelle l'information médicale,
qui consiste à répondre aux questions que des soignants, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers posent. Et typiquement, c'est est-ce que je peux donner ce traitement-là à ce patient? Question classique. Sauf qu'en fait, derrière cette question qui est assez simple, se cache beaucoup de complexité, parce que la question, il faut la traduire en est-ce que ce médicament-là est compatible avec les autres médicaments que le patient prend? Est-ce que ce médicament-là est compatible avec les autres pathologies que mon patient a, avec ses antécédents, avec ses résultats biologiques? Demain, ce sera aussi est-ce que ce médicament est le plus efficace par rapport à son profil pharmacogénétique? Donc derrière tout ça, en fait, c'est énormément de croisements d'informations qu'il faut faire pour répondre à une question très simple. Or, les sociétés savantes, je pense que Jérôme, tu es impliqué là-dedans, produisent d'excellents guidelines sur la recommandation de prise en charge de la fibrillation auriculaire, qui définit pour un patient parfait, qui n'a qu'une seule pathologie, qu'un seul médicament, qu'est-ce qu'on peut donner. Sauf qu'en fait, ce patient-là n'existe pas. Et donc, quand je suis Cédric face à des patients âgés, complexes, polymédiqués, aucun document ne parlera jamais de mon patient. Et donc, le challenge dedans, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que toute la connaissance qu'on a, qui est une connaissance figée, mono-sujet, devienne une connaissance qui peut être croisée, avec les informations croisées les unes avec les autres, en temps réel, pour qu'un soignant puisse réussir à prescrire le bon médicament par rapport à un profil très personnalisé de patient. Et c'est ça qui m'a amené à fonder Posos, et on pourra peut-être en parler un peu après. Ouais, tu as évoqué une idée importante à l'heure actuelle dans cette période trouble, c'est que la croyance prend le pas sur la connaissance. Donc merci de rappeler les sociétés savantes et les guidelines qu'on a sur les sociétés savantes. C'est important de le noter. Alors, on est vraiment rentré dans le sujet, et je reviens vers toi, Jérôme, sur la plateforme Hortense de DigiCare. Donc, vous collectez des données rapportées par les patients, donc ce qu'on appelle les prompts. Et est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça améliore en fait le suivi, les traitements, la décision opératoire et post-opératoire? Alors, l'idée, c'est d'intégrer de la collecte de données dans le traitement du patient. C'est-à-dire de faire comprendre au patient que le fait qu'il va s'évaluer et qu'il va répondre à des questionnaires qui vont de la simplicité, quel est le niveau de votre douleur, à est-ce que vous faites du vélo ou des choses comme ça, c'est de l'intégrer dans son traitement. C'est de lui faire comprendre que ça fait partie intégrante au même titre et que c'est presque aussi important que l'acte chirurgical en lui-même. Et avec l'idée que s'évaluer, c'est s'améliorer. Un exemple, quand vous demandez à un patient combien il plie son genou, alors c'est des questions très simples, est-ce que vous arrivez à le mettre devant la chaise, au même tweet ou sous la chaise? Eh bien, il sait qu'il va devoir se noter. Et il a envie de nous faire plaisir, il a envie de se faire plaisir et de se donner une bonne note. Et quand vous voulez vous donner une bonne note, soit vous trichez, soit vous vous donnez les moyens de vous donner une bonne note. Et donc, supposons qu'il sait que le lendemain, il va avoir la question à combien je plie mon genou et qu'il plie son genou juste en regard de la chaise, et il va peut-être faire l'effort de le plier pour aller jusque sous la chaise. Et rien que ça fait partie du traitement, puisque le fait de lui demander de s'évaluer va permettre d'améliorer ses résultats et donc sa satisfaction. Et c'est comme ça que, au-delà de... bien évidemment, ça permet aussi de prévenir des complications ou des résultats décevants. Mais on arrive à aller plus loin. C'est que grâce à la masse de données qu'on a pu collecter, non seulement on peut faire du dépistage, mais on arrive à faire de la médecine prédictive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec quelques questions en préopératoire, on sait si le patient risque d'évoluer bien ou pas bien. Et curieusement, et ça fait pas plaisir à beaucoup de mes confrères, c'est que les critères prédictifs, ils n'ont généralement rien à voir avec la chirurgie. Ils sont plutôt le taux d'anxiété préopératoire, ils sont plutôt l'état préopératoire, c'est-à-dire que quand l'état n'est pas bon en préopératoire, il ne va pas forcément être très bon en post-opératoire. L'âge, tout simplement, peut être un critère prédictif. Et donc, grâce à ça, en préopératoire, en collectant de la donnée préopératoire, ça nous permet, nous, de modifier nos protocoles en se disant, attention, ce patient, avec le profil préopératoire qu'il a, risque d'évoluer vers un résultat qui n'est pas bon, donc on va modifier. Et mon utopie à moi, c'est que comme encore aujourd'hui on est payé à l'acte,
c'est un autre débat, mais le paiement à l'acte, il est inflationniste. C'est-à-dire que moi qui suis libéral, si je ne perds pas quelqu'un, je perds de l'argent. En tout cas, j'en gagne moins. Mon utopie, c'est de me dire, aujourd'hui, je suis capable de dire que ce patient, si je l'opère, il ne va pas aller bien. S'il ne va pas aller bien, il risque peut-être d'être repris et il va coûter très cher à la collectivité. Et pourquoi pas un jour de dire à la Caisse d'assurance maladie, nationale d'assurance maladie, j'ai fait, moi, un travail de prédiction sur ce patient, il va vous coûter trop cher, donc je ne vais pas l'opérer, vous allez me payer. Merci Jérôme. Mathilde, toi qui as fait de la philosophie de soins, notamment sur les maladies chroniques, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça peut engager mieux le patient dans la gestion de sa maladie et comment tu abordes cette question-là de la motivation? Oui, alors là, moi je suis arrivée aux données par la motivation. Et parce qu'en fait, c'est vrai que quand je faisais mes études de philosophie, notamment de philosophie du soin, j'avais un certain nombre d'enseignants qui disaient non mais les données, c'est une catastrophe, ça va déshumaniser le soin, ça va déconnecter les patients de leur corps, ça va déconnecter les patients du médecin. Et en fait, je suis arrivée, c'est ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon de la armchair philosophie, c'est-à-dire la philosophie en fauteuil. On fait dans un fauteuil de salon, on fait des commentaires sur le réel qui sont totalement abstraits et qui sont liés à des croyances et pas à de la science. Alors, moi, je suis allée observer sur le terrain ce qui se passait et je me suis rendu compte exactement de l'inverse. Je me suis rendu compte que les données, elles permettaient de reconnecter le patient à son corps parce que concrètement, quand vous portez une montre qui vous donne des informations sur votre rythme respiratoire, sur votre rythme cardiaque et comment ils évoluent quand vous marchez, quand vous dormez d'une certaine manière, en fait, ça vous reconnaît concrètement au fonctionnement de votre corps. Et par ailleurs, les données, ça rend la santé non pas abstraite, mais extrêmement concrète. En fait, la motivation, pourquoi c'est un problème? Moi, j'avais des médecins, au début j'ai commencé avec des médecins généralistes, étudiants, et qui disaient « mais moi je n'arrive pas à motiver mes patients. Ils n'ont pas de motivation. » Et ce que je leur disais « mais si, ils ont une motivation. On est toujours motivé pour quelque chose. » Et vous, votre travail, c'est de réussir à raccrocher ce que vous voulez aider le patient à faire pour qu'il améliore sa santé à ses motivations concrètes. Les motivations qu'il va avoir pour son quotidien, c'est-à-dire se sentir mieux. Et les données, en fait, vont permettre aux patients de disposer d'éléments extrêmement concrets et précis pour se rendre compte que petit à petit, par exemple, si son quotidien s'améliore. Et l'exemple qu'on prend le plus souvent chez WeSing, c'est l'exemple de la marche. En fait, nos utilisateurs, quand ils voient sur leur montre leur nombre de pas qui augmente, ça leur donne envie de marcher plus. Donc ils marchent. Et puis nous, notre rôle après, c'est de leur pousser de la donnée et de leur dire, regarde, tu fais 5000 pas par jour de plus depuis 3 semaines et regarde ce qui se passe au niveau de tes cycles de sommeil. Regarde ce qui se passe au niveau de tes graisses viscérales. Regarde ce qui se passe au niveau de ta perte de poids et donc plus loin de la réduction de ton apnée du sommeil. Et donc nous, ce qu'on va faire avec le patient, c'est tout le temps lui montrer comment ces comportements vont pouvoir amener des changements concrets dans sa santé. Et c'est ça qu'apportent les données. Donc les données, c'est concret et les données, c'est essentiel. Alors tu abordes tu voulais réagir? Oui, non, je voulais juste amener une petite réflexion. C'est que quand on parle de digital ou de numérique, la plupart des gens pensent que c'est une déshumanisation de la médecine. Et pour moi, maintenant, depuis presque une dizaine d'années, utiliser des outils numériques auprès de mes patients, c'est exactement l'inverse que les patients ressentent. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a une réhumanisation. Littéralement, le mot connexion, ça veut dire créer du lien. On va créer du lien. Eh bien, le numérique, il nous a permis de recréer un lien qui n'existait plus. On va prendre un exemple simple. Quand moi, je vois un patient, je le vois une fois en consultation en préopératoire, je vais le voir au bloc opératoire, je le vois au moment où il sort, et puis je vais le revoir peut-être 2-3 fois dans l'année après. Ce qui fait que sur un parcours de soins d'1 an, je vais le voir 4 ou 5 fois. Avec le numérique, je vais lui envoyer des questionnaires à J-21, J-14, J-7, J-3, J+1, J+3. Et ce qui fait que je vais interagir avec lui au moins une quarantaine de fois, donc plus que 10 fois plus que ce que je fais avec de la consultation physique. Donc, il faut... Les principales remarques des gens, c'est « Merci, j'ai eu l'impression d'être tout le temps avec vous. J'ai eu du lien permanent et ça fait du bien pour le traitement. »
Et quant aux gens qui pensent que pour les personnes âgées, on n'y arrive pas, c'est un faux problème en fait. Si vous pensez, vous parlez, les personnes âgées, souvent, ils ont des enfants. Eh bien, une des premières, entre guillemets, mamies qui avait répondu à ces questionnaires, la première fois que je l'ai revue en consultation, elle a dit merci beaucoup parce que grâce à vous, j'ai vu plus mes petits-enfants parce que j'avais pas de mail. Donc c'est mes petits-enfants qui recevaient les mails et venaient me poser les questions. Donc c'est exactement l'inverse. Le numérique, ça réhumanise la médecine contrairement à ce que on peut entendre de façon assez générale. Et juste pour rebondir là-dessus, je pense que ça la réhumanise et ça la personnalise. Et ça, c'est ce que nous disent aussi beaucoup de... Les données, en fait, c'est pas des courbes. Et en fait, ce que nous disent... Nous, on en a été d'emblée... nous, chez WeSings, on s'est jamais dit qu'il y avait d'un côté le patient qui collectait ses données et de l'autre côté, le médecin. On a d'emblée voulu que le patient puisse partager ses données avec son médecin, faire des rapports. Donc le patient, quand il vient voir son médecin, il peut lui donner son rapport. Et je prends un exemple précis. En fait, on se rend compte aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de l'aspect génétique dans le traitement, on se rend compte aujourd'hui qu'on a chacun ce qu'on appelle des baselines, qu'on a chacun en fait des tendances précises. Et je prends l'exemple de la pression artérielle. On va chacun avoir une baseline au niveau de la pression artérielle, si bien que moi j'ai plutôt une tension assez basse. Donc quand je suis à 12 et à 12 pendant longtemps, je sais que en réalité, je dois faire attention et que je suis plutôt proche de l'hypertension. Et nous, en fait, les retours qu'on a aussi des cardiologues avec qui on travaille, c'est que justement, ils peuvent suivre les cours de leurs patients sur toutes les données et les suivre de façon beaucoup plus fine et individualisée, et qui peuvent suivre aussi de façon beaucoup plus fine et individualisée après l'effet du traitement sur ce patient en particulier. Et pour prendre un autre exemple, donc ça c'est un objet connecté, mais en réalité c'est du lien. Donc ça sort le 2 avril, c'est notre dernier bébé chez WeSings. On travaille dessus depuis 3 ans. Donc en fait c'est donc un petit thermomètre qui est en réalité bien plus que ça parce qu'il intègre à l'intérieur un stéthoscope qui permet d'écouter le bruit du cœur, d'écouter le bruit du poumon, qui permet de prendre la température et de faire un ECG. Et ça, son rôle, c'est de faire une vraie téléconsultation. On sait aujourd'hui qu'il y a un nombre important de personnes qui vivent dans des déserts médicaux ou de personnes qui tout simplement vivent ici. Moi, j'en fais partie. J'ai pas de médecin traitant parce qu'il n'y a plus assez de médecins dans ma commune. Donc, je fais énormément de téléconsultations. Mais la téléconsultation, comme le dit souvent notre fondateur, en réalité, c'est juste une visio, la téléconsultation actuelle. Et nous, avec BIMO, notre objectif, ce petit appareil, c'est qu'au cours de la consultation, en temps réel, on puisse partager des données avec le médecin. C'est-à-dire qu'on puisse faire une auscultation du cœur, une auscultation des poumons et partager en direct dans la téléconsultation le bruit au médecin qui va pouvoir dire bah oui effectivement il y a un souci, qu'on puisse prendre la température et du coup on recrée. Et dans tous les premiers essais qu'on a fait avec les médecins nous disaient bah, c'est assez incroyable parce qu'en fait on est distant mais proche et c'est vraiment important. En fait on recrée une proximité et on résout des problèmes concrets de patients qui n'ont pas accès à des médecins. Merci pour cet oxymore de la distance qui rapproche. Alors là, c'est quelque chose, moi je suis sur une autre planète quand j'entends ça, merci. Donc je vais passer le relais à Emmanuel, parce que là, on a évoqué énormément de termes intéressants, les datas qui réhumanisent, les datas qui individualisent, qui permettent d'individualiser des traitements, s'il te plaît, Emmanuel, essaye de nous expliquer un petit peu comment POSOS nous permet, entre les pharmaciens, les médecins, d'aller rendre efficientes nos prescriptions. C'est de la data. Rendre efficientes nos prescriptions nous permettent de déprescrire, un sujet qui devient enfin très à la mode, et d'éviter, bien entendu, les interactions médicamenteuses. Je crois que tu as des petites anecdotes là-dessus très intéressantes. Ouais, je pense que le sujet, alors les médecins ne reconnaissent pas forcément ça, mais il y a un sujet d'habitude. En fait, quand on a 20 ans de carrière, on a pris ses habitudes de prescription. On a, alors, je sais plus, on a 7000 molécules différentes sur le marché en France. Un médecin, il a l'habitude de prescrire les 300, 400 mêmes molécules systématiquement. Et peut-être que je suis un peu large des fois. Ça dépend des professions. Ouais. Mais c'est une vraie question. C'est, je prescris ce médicament-là parce que j'ai l'habitude, je sais comment ça marche. Et du coup, pour moi, c'est de la médecine personnalisée. En réalité, si on réfléchit bien à ce qu'on pourrait faire avec des données exhaustives sur le patient, on pourrait vraiment dire c'est
ce médicament-là plutôt que celui-ci qui marche parce qu'on a un recul, parce qu'on a une donnée, et c'est le miracle de la médecine personnalisée. Aujourd'hui, on est un cercle, il faut qu'on arrive vers ce cercle vertueux qui est de motiver les médecins à saisir et à collecter de la donnée sur leurs patients. Parce qu'aujourd'hui, on leur demande de saisir plein d'informations, de mettre plein d'infos dans mon espace santé, enfin ou le DMP, mais ils en tirent assez peu de plus-value personnelle. Alors, j'ai déjà pas le temps de voir tous les patients. Si en plus je dois saisir de la donnée dans les systèmes, enfin, je ne sais pas jusqu'où on va aller. Demain, je vais faire quoi? Je vais faire aussi à manger à mes patients. Enfin, il y a un côté un peu, on va dire, de non-acceptation de l'aide-soignant qui est complètement compréhensible. Je donne, mais j'ai rien en retour. Parce qu'en plus, il faut le dire, mon espace santé, c'est le début, c'est le bon projet, j'en suis certain, mais ça reste aujourd'hui une sorte de cloud dans lequel on met tous ces fichiers et puis un jour on va essayer de les retrouver. Alors on sait ce que c'est, notre Google Drive personnel, ça devient vite le bazar et on ne va plus jamais retrouver rien du tout. Bon, anyway, si demain, chacune des données qu'on donne sur son patient, et c'est ce que disait un peu Jérôme avant, nous permet d'avoir un conseil sur c'est plutôt telle chirurgie ou une autre, ce qui te concerne, ou plutôt nous c'est plutôt tel médicament qu'un autre, on entre dans une nouvelle ère où le médecin va gagner du temps. Ce qu'on fait chez Pozos par exemple, c'est on peut saisir une prescription en commençant par la pathologie qu'on veut traiter. Et donc je vais mettre la pathologie que je veux traiter et on va croiser automatiquement par rapport à ce patient qui a tel âge, tel poids, tel résultat biologique, tel traitement, tel antécédent. Voici les 2 ou 3 médicaments qui sont compatibles pour ce patient-là. C'est simple, c'est un peu bête, mais en fait c'est déjà une énorme avancée, c'est que j'ai une shortlist de 2-3 médicaments que je peux donner. Ou alors, pour un pharmacien ou pour un médecin, cette prescription-là qui a été faite, eh bien, ce médicament-là et ce médicament-là ne vont pas ensemble, classique, hein. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce que tous les systèmes vous donnent, c'est alerte rouge, A et B ne vont pas ensemble. Débrouille-toi pour trouver par quoi remplacer le B, en fait. Et donc, savoir par quoi remplacer le B, c'est recroiser pour ce patient, ses traitements, qu'est-ce qui peut aller avec le A. Gain de temps énorme. Et plus on a d'infos sur le patient, plus la recommandation de changement va être précise. On peut aller jusqu'à ces troubles de déglutition. On ne va pas proposer un comprimé qui fait la taille d'une balle de golf si la patiente a un problème de déglutition. On va donner plutôt une forme buvable. Ben, ça, c'est la personnalisation simple. On est à 2 doigts d'y être. Il suffit de remplacer en fait, l'existant qui est une sorte d'énorme connaissance inactionnable par une donnée médicamenteuse actionnable, personnalisable par rapport au patient. Après, j'ai une question, et désolé, ça me travaille en fait, et je la retourne vers toi, Jérôme, et vers toi, Cédric. C'est si demain, on va jusqu'au bout du raisonnement et qu'on a toutes les données de notre patient et toute la connaissance qui est structurée, interopérable, à quoi sert le médecin? L'empathie. L'empathie. On est là, c'est l'essence même de notre profession. Ah oui, mais si l'empathie, c'était la principale qualité d'un médecin, ça se saurait, non? Merci, je suis d'accord avec toi. Non, pour conclure, oui, le médecin il est toujours essentiel. Moi, c'est la réponse de philosophe et de fille et arrière-petite-fille de médecin. C'est que le médecin, effectivement, d'abord, la clinique et l'observation gardera toujours un rôle très important. Et je pense qu'il a des données qualitatives qui sont complémentaires et essentielles. Et puis, par ailleurs, pour justement cette question de motivation et d'observance, il faut aussi pouvoir connaître le patient, savoir comment lui présenter les choses, savoir comment l'accompagner. Et je voulais réagir aussi sur cette question de la déprescription, parce qu'en fait, c'est un vrai sujet chez nous, et en particulier sur l'apnée du sommeil. Parce que donc, on sait que l'apnée du sommeil, c'est un traitement qui est, pour ceux qui ont peut-être ce traitement par CPAP, c'est-à-dire qui consiste à envoyer de l'air en continu, dans la gorge pendant la nuit. Donc c'est un traitement qui est coûteux pour la société, qui est très désagréable pour les patients. Et en fait, nous, on a un certain nombre de patients qui nous écrivent, qui disent grâce au Sleep Analyzer, je me suis rendu compte que mon apnée était devenue légère ou que mon apnée avait disparu pour différentes raisons, notamment des pertes de poids. Et donc, on a des patients qui nous disent du coup, j'ai dit à mon médecin, j'ai plus d'apnée, donc qu'est-ce que je fais? Et le médecin dit ok, on va arrêter. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'on a un certain nombre de patients qui continuent à avoir des traitements sans avoir encore vraiment la pathologie. Et du coup, et c'est important aussi pour accompagner, parce que par exemple pour la fibrillation atriale, mais je continue, pour sécuriser le patient, les données elles sécurisent le patient. Je prends l'exemple de patients qui faisaient de la fibrillation atriale, à qui on va faire une chirurgie cardiaque qui va permettre de supprimer cette fibrillation. Quand on dit aux patients on supprime ton traitement, il y a des patients qui sont extrêmement stressés.
Parce qu'ils disent ce traitement, il prévenait un risque d'AVC. Donc moi, je n'ai pas envie d'arrêter ce traitement. Et donc le fait de leur donner une montre qui va leur prouver qu'ils ne font plus de fibrillation atriale, c'est quelque chose qui va les sécuriser. Et c'est quelque chose qui va aider le médecin à apporter de l'émotion, de l'empathie. Donc vous voyez que la donnée, c'est vivant. Merci. Alors, je crois que c'est génial cette table ronde parce qu'on n'a même plus besoin de faire les questions. Allez-y. Je vais répondre à Emmanuel. Je vais être volontairement provocateur. Moi, j'espère que nous, médecins, sommes une espèce en voie de disparition pour le bien des patients. Parce que notre corporation très conservatrice ne veut pas évoluer et ne veut pas voir à quel point on peut faire différemment que ce qu'on a l'habitude de faire. Et pour vous raconter une petite anecdote vécue et de l'importance de la donnée pour nous aider, c'était il y a 7 ans, j'opère une prothèse de genou. Quand on ouvre le genou, le cartilage, même s'il est usé, il est blanc, un peu comme ça. Et là, quand j'ouvre le genou, le cartilage, il est noir, comme mon blouson. Je n'ai jamais vu ça. Ça faisait 20 ans que j'étais installé, jamais vu ça. Bon, je vous laisse passer les trucs. Il n'avait pas d'antécédent particulier, un patient assez jeune. Et je rentre chez moi et dans mon canapé, je fais Google. Ce n'est pas un site médical très connu. Et pour autant, je mets cartilage noir dans Google. Et ça me répond alcaptonurie. Dans ma mémoire d'étudiant qui était lointaine, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis, je vois tout un tas de choses et je tombe sur le cartilage noir. Et je regarde dans les antécédents du patient et tout ce qui était décrit, c'était dans les antécédents du patient. Et notamment, le patient, dans la conjonctive de son œil blanc, il avait des taches noires. Et je téléphone au patient et je lui ai dit « Mais vous avez des taches noires ?» Et il me dit « Ah, mais ça, c'est depuis que je suis né, mais mon oculiste, il a dit que c'était pas grave. » Okay. Il avait 69 ans, le patient. Et puis, quand il urinait, normalement, ça devient noir. C'était les signes qui étaient donnés. Et je lui demande, est-ce que ça... Il me dit, ah mais oui, mais moi, le médecin généraliste, il disait à ma maman, quand j'avais 5 ans, que c'est pas grave. Et donc, pendant plus de 60 ans, il a vécu comme ça. Parce que on ne sait pas. Et plutôt que de dire, je sais pas, et je vais aller chercher de la donnée, on se contente de dire, je sais pas. En pratique, ce patient, il avait une alcaptonurie. Et le comble, c'est quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mais ma sœur a la même chose. Et il fallait, alors il y a une référente dans le coin où j'habite, et puis il fallait faire tout un bilan. Et quand 6 semaines après, j'ai revu le patient, je lui ai demandé, vous avez fait le bilan? Il me dit, ah non, mon médecin, il a dit que c'était de la connerie. Il avait déjà vu ça depuis 50 ans et que c'était pas la peine de faire. Par contre, sa sœur, elle avait fait le bilan, elle avait bien une alcaptonurie. Donc, je veux dire, nous, on lutte contre ça, on lutte contre la donnée parce que, soi-disant, on est omnipotent, et nous, on sait tout. Et comme on sait tout, on n'a pas besoin du reste. Sauf que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, des fois, les données, elles sont contre-intuitives et elles vont à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de penser et à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Et contrairement à ce que disait Emmanuel, moi, je connais 3 médicaments, donc c'est plus facile. Mais quand j'ai des patients qui arrivent avec une liste de 200 médicaments, justement, je suis complètement paumé. Et je pense que les outils tels que Pozos pourront m'aider parce que quelque part, c'est quand même moi qui suis considéré comme responsable des médicaments que je prescris à partir du moment où le patient il est hospitalisé, même si ce n'est pas moi qui les ai prescrits. Alors, je rebondis là-dessus en disant que moi, en tant que généraliste, j'en connais beaucoup plus que toi. 400, 500, il paraît que c'est 700 dans une vie professionnelle et dans une carrière professionnelle d'un médecin généraliste. Et par contre, je vois des ordonnances arriver avec 20, 22, 24, 27, il y a 3-4 jours de ça, dans une EHPAD. S'il te plaît, Emmanuel, explique à tout le monde comment, grâce à ta solution, on peut arriver à déprescrire, à éviter ces iatrogénies médicamenteuses qui sont un fléau pour notre système. Tu m'as parlé, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, d'un cercle vertueux, d'un effet un petit peu domino où ça entraîne le win-win-win, hein, le win pour le médecin, donc le professionnel de santé, parce qu'il faut inclure aussi les infirmiers, le win pour le patient, bien entendu, et le win pour le système de santé. Ouais, juste pour rebondir, je suis pas forcément... Enfin, je suis peut-être... moi, je suis l'optimiste de service. Hein, il faut de tout dans un monde. Mais je pense que du côté médecin, la transformation est compliquée, mais la volonté commence à être de plus en plus perceptible. Parce que d'un point de vue notamment numérique,
il y a eu 20 ans de logiciels dans lesquels ils ont passé du temps à saisir de l'information et ils ont perdu du temps. Aujourd'hui, ils voient tous ces logiciels évoluer vers de l'assistance à la décision, du gain de temps, de l'automatisation. Et donc, il y a une sorte de vent d'espoir qui fait que les gens sont prêts à faire un changement dans ce sens-là. Pour répondre à ta question, Cédric, alors on parlait de cercle vertueux là, mais aussi un cercle vicieux qui est en fait la prescription pour compenser une prescription. Ça, c'est le grand classique. Mon patient, je lui prescris un médicament, il revient me voir en me disant « Ah, mais j'ai extrêmement mal à l'estomac depuis qu'on a mis ça ». Donc, classique, on met un IPP, donc on rajoute un médicament pour compenser l'effet secondaire. Et puis le patient revient vous voir un mois plus tard en disant « Oh, j'arrive plus à dormir, j'ai des troubles du sommeil ». Hop, on met une petite benzo, comme ça le patient va bien dormir, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à des pelletées de médicaments. Ça peut se traiter dès le début, parce que des exemples types, c'est ces errances diagnostiques où en fait on ne sait pas d'où vient le problème, on va faire des examens. On a eu un cas d'une médecin qui nous disait justement qu'elle avait récupéré un patient qui avait fait, donc il avait eu un traitement et puis il avait des grosses douleurs gastro-intestinales. Le médecin avait tenté des traitements, ça n'avait pas vraiment résolu le problème. Il a été ensuite chez un gastro-entérologue, il a eu le droit à pas une fibro comme on dit, une endoscopie, qui a coûté un sacré bras, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, en utilisant Posos, les médecins ont vu que le médicament qui avait été prescrit 4 mois auparavant avait comme conséquence d'effets secondaires chez certains patients des énormes douleurs gastro-intestinales. Elle a fait le changement de traitement par un autre traitement de la même indication qui n'avait pas ce problème-là, et le tour était joué. Et ça se traite en fait dès le début. C'est qu'aujourd'hui, 7% des arrivées aux urgences, ce sont des plaintes liées à un médicament. Si on ne le trouve pas, c'est parti, batterie d'examen, biologie, tralali, tralala. On engorge les urgences, alors qu'en faisant un check rapide, est-ce qu'un des médicaments qui a été mis récemment en place cause ça? En fait, oui, on trouve la solution et on corrige. Et donc, déprescrire, ça peut se faire dès le début en disant en fait, c'était pas le bon médicament. Celui des 4 médicaments que Jérôme prescrit souvent, ça marchait pas pour ce coup-là. Il y a peut-être un 5e à mettre dans l'arsenal et puis la suggestion vient de là. Et c'est des choses simples en fait parce que la déprescription, c'est souvent aussi un enjeu de discussion entre le généraliste, le spécialiste. Jérôme a mis un truc, donc Cédric s'il retire, Jérôme va l'appeler en l'insultant et personne ne veut le faire. Mais si on s'y prend très tôt, en fait, en ne prescrivant pas quelque chose ou maintenant qui pose un problème, en fait, on évite tous ces problèmes très politiques de la déprescription. Parce que c'est pas juste un algorithme qui va gérer le problème, c'est souvent une La déprescription, c'est un sujet. La iatrogénie médicamenteuse énorme. Encore une fois, j'ai parlé de fléau. Tu as des chiffres, je crois, que tu connais très bien, qui sont parlants et marquants, je trouve. Ouais, c'est les chiffres de la Commission européenne. Moi, je suis tombé de ma chaise. Attention, tombez pas de votre chaise. Mais aujourd'hui, en Europe, les chiffres sont en nombre de décès liés à des problèmes de prescription médicamenteuse à 200 000 décès par an. Et donc, j'avais cette analogie, c'est que 200 000 décès, c'est 1000 Boeing 737 MAX qui s'écrasent chaque année sur l'Europe. Si on avait 1000 Boeing qui s'écrasaient sur l'Europe, je pense qu'on fermerait tous les aéroports, ce serait fini. Et pour le médicament, visiblement, c'est acceptable, puisqu'on maintient cette iatrogénie, on n'équipe pas les soignants, on ne les aide pas financièrement à s'équiper d'assistance à la décision, ni à l'hôpital, ni à la pharmacie, ni aux médecins. On leur dit « c'est votre métier, équipez-vous », alors que d'un point de vue économie de santé, c'est majeur. Et je vois mon voisin qui a envie de... Et Mathilde, avant. Oui, je voulais réagir parce que en fait, ce chiffre, il est effectivement terrible. Et en fait, je pense même qu'il est peut-être sous-estimé par rapport à tous les témoignages qu'on reçoit. Et je pense qu'on a parlé beaucoup du parcours de soins. Et donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre que les données sont là pour assister, elles ne sont pas là pour remplacer. Mais je pense qu'il faut aussi parler du patient. Et il faut parler aussi de la... Parce que ce dont on parlait à chaque fois, c'est aussi la possibilité d'écouter le patient, d'écouter ses symptômes. Et souvent, ce qui se passe dans la relation de soins, c'est quand on ne comprend pas, en fait, soit on dit c'est pas grave, ce dont tu parlais, soit on dit c'est psychologique. Et du coup, on va avoir parfois... on se retrouve dans des prescriptions qui s'enchaînent parce qu'en fait, au départ, on n'a pas mis le doigt sur le vrai problème. Et je vous prends là aussi un cas d'usage d'une personne qui nous a écrit, qui nous a dit, bon bah voilà, ça fait 10 ans que d'un seul coup, je me mettais à avoir le cœur qui battait très vite, je me sentais pas bien, j'étais angoissée.
Ça a commencé à arriver de plus en plus régulièrement. Ça a commencé à me gêner, j'avais peur que ça arrive. Donc c'est une personne qui s'est mise à avoir de plus en plus peur d'entrer en relation avec les autres, de sortir de chez elle. Son médecin lui a dit qu'elle faisait une phobie sociale, elle a eu des prescriptions d'antidépresseurs, tout un tas de choses. Ça ne faisait pas supprimer sa palpitation. Et tout simplement une fois, avec une amie, elle en a parlé. Cette amie avait une montre. C'était une montre Wissings, mais peu importe, ça aurait pu être une autre montre. Elle lui dit, écoute, prends-la et quand ça arrive, fais-toi un ECG. Cette personne s'est fait un ECG quand c'est arrivé. Elle faisait tout simplement de la fibrillation atriale. Et donc, en fait, elle s'est retrouvée avec 10 ans d'errance. Elle a vu des psychiatres, elle a fait des IRM, elle a fait tout un tas de choses. Alors qu'en fait, le diagnostic était finalement assez simple. Mais donc, c'est pour ça que les données, elles sont là pour pouvoir équiper le patient, lui permettre de recueillir des informations. Mais il y a un élément psychologique indispensable, c'est qu'il faut que le médecin soit d'accord pour accueillir ces données, pour les prendre en compte et pour considérer que le patient n'est pas un emmerdeur qui collecte plein de choses, excusez-moi, mais et qui veut déranger ce médecin. Le patient, c'est juste quelqu'un qui a le même but que le médecin, être en bonne santé. Et qui, du coup, a envie de comprendre. Et je pense que les données, elles sont là aussi pour faire que la relation médecin-patient, ce soit une relation de dialogue où chacun a son rôle, chacun a ses compétences. Je ne parle pas d'expertise du patient sur des choses sur lesquelles il n'est pas formé. Mais la donnée, elle vient enrichir et nourrir cette relation. Et je pense qu'il faut, pour que ça marche, il faut écouter le patient et la donnée. Jérôme ? Oui, sur la donnée, on en amasse beaucoup. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est bien d'avoir beaucoup de données, mais il faut en faire quelque chose. Et cette donnée, pour moi, elle a une valeur énorme pour évoluer vers la pertinence de nos soins, la pertinence de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on ne vous parle que de quantitatif. On n'a pas assez de médecins. Moi, personnellement, je pense qu'il y en a trop. On n'a pas assez de lits. Je pense qu'on en a trop des lits. Parce que pourquoi ? Parce que quand on réfléchit, il y a une grande partie des actes médicaux qui ne sont pas pertinents et qui sont inutiles. Il y a une grande partie des gens qui sont dans un lit d'hôpital aujourd'hui. Si on fait le compte de tous les gens qui sont hospitalisés en France, je suis sûr qu'il y en a 50% qui n'ont rien à faire dans un lit d'hôpital. Et donc, on ne fait que parler de quantitatif. Et on ne parle pas de la pertinence de ce qu'on fait. Moi, j'ai eu la chance de faire un diplôme de management il y a 13 ans. J'ai essayé de quitter la médecine, je n'ai pas encore réussi, je suis toujours chirurgien et ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Donc j'ai essayé d'aller chercher une formation ailleurs et j'ai découvert tout un tas de techniques, et notamment j'ai découvert le lean management. Alors on peut lui faire plein de critiques, mais l'idée c'est de se dire, quand je fais quelque chose, est-ce que ce que je suis en train de faire là a une plus-value pour le résultat final ? Si ça a une plus-value, je continue et je me pose la question de comment je peux l'améliorer encore. Si ça n'a pas de plus-value, je l'arrête. Eh ben, non, nous, en médecine, on rajoute des couches en permanence. C'est-à-dire qu'on a un effet indésirable d'un médicament, plutôt que de l'arrêter, on va en rajouter un autre. J'ai un saignement, je vais rajouter un truc, plutôt que d'éviter d'avoir un saignement quand moi j'opère. Voilà. Et on n'a pas encore été capable d'évoluer vers la pertinence des soins. Je sais que ça fait dresser les cheveux de beaucoup de mes confrères, mais c'est pas grave, il faut y aller. Il faut y aller là-dessus. Et il y a un terme qui s'appelle le VBC, le Value Based Care, qui peut-être on va arriver à ça, c'est-à-dire que plutôt que de payer les gens à l'acte ou peut-être à la qualité de ce qu'on fait. Alors encore une fois, c'est pas bien vu, parce que c'est quoi un soin de qualité? Aujourd'hui, il n'y a pas de critères de qualité des soins, et c'est bien dommage. Dans tous les secteurs de l'industrie ou de la société, il existe des critères de qualité. Nous, en médecine, on n'en a pas. Ou alors, si vous prenez tous les chirurgiens, c'est tous des champions du monde et on fait tous les meilleurs soins qu'il veut. Sauf qu'on est bien d'accord pour dire que il y a des résultats qui sont moins bons que d'autres. Et à un moment, il va falloir y aller. Et ça, pour y aller, la donnée, surtout en vie réelle, donnée par le patient, c'est là on ne va pas pouvoir la contester. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. Mais c'est aussi pour ça que beaucoup de mes confrères traînent les pieds pour y aller, parce qu'ils n'ont pas envie, peut-être, qu'on leur mette devant les yeux le fait que les résultats ne sont pas terribles. Alors, je vais rebondir là-dessus. Je suis à 100%, à 1000% en phase avec ce qui vient d'être dit, bien entendu. Je vais mettre un bémol, c'est la subjectivité des patients. C'est-à-dire que
OK, les médecins sont responsables de beaucoup de choses, peut-être les pharmaciens aussi, peut-être les infirmiers aussi, etc., etc., peut-être le système de santé, mais les patients aussi. Et je vais prendre, parce que je viens d'une contrée lointaine dans les Alpes, l'endroit où ça doit être une race en voie de multiplication, les superchondriaques. C'est-à-dire qu'effectivement, avec tous ces objets connectés, les DM, tout ce qu'on veut et la data qui est ramenée aux patients, on a des patients qui aujourd'hui viennent nous consulter, non pas forcément à bon escient avec une fibrillation atriale, etc., mais avec docteur, j'ai remarqué que sur mon marathon, j'ai augmenté de 3 pulsations en moyenne sur les 5 heures que j'ai faites. Docteur, je vais crever d'un infarctus. Non, stop. À un moment donné, l'infobésité, etc., on passe à autre chose. Donc, heureusement, je suis en train de passer le message que nous allons encore servir à quelque chose. Waouh, super, les médecins et les pharmaciens vont encore servir à quelque chose, et les infirmiers aussi, parce qu'il y en a plein ici, et tant mieux, et merci. Donc, l'idée, c'est franchement de s'affranchir des datas et de comprendre que les datas ne servent qu'à quelque chose quand on s'en sert à bon escient. Hein. C'est-à-dire que la data n'est pas ce qui va soigner le patient, mais la data va nous permettre d'améliorer la pertinence et la qualité de la prise en charge du patient. Et oui, pour rebondir là-dessus, sur cette question, parce que nous, c'est toujours une question qu'on nous pose, parce qu'on a des dispositifs connectés, on a des montres, un analyseur d'urine, un capteur de sommeil. Donc parfois, les gens nous disent, notamment les journalistes, mais c'est terrible, vous allez rendre les gens hypocondriaques. Et moi, quand j'ai commencé en philosophie du soin, j'ai commencé sur le sujet de l'anorexie mentale. Et il y avait une loi à l'époque où on disait, pour supprimer l'anorexie mentale, il faut arrêter d'avoir des mannequins trop maigres. Et c'est un peu la même chose. Parce que, en fait, l'anorexie mentale, c'est quoi? C'est un trouble psychique qui fait, vous allez voir, que la personne va se sentir mal et qu'elle va avoir un certain nombre d'éléments qui vont l'aider à réguler son anxiété, notamment le fait de ne pas manger. Le mannequin, ça n'a aucun effet sur ça. Les données, c'est la même chose. En fait, les données, la collecte de données, c'est quelque chose de naturel. On a toujours collecté des données sur notre santé. Avant, avant de dire... docteur, j'ai mon rythme cardiaque qui est trop élevé. C'était docteur, j'ai une petite douleur ici. Docteur, là, mon œil, j'ai repéré un point noir. Donc, en fait, l'hypocondriaque, il collectera toujours des données. Avec nos dispositifs, il en collectera beaucoup. Ce sera des données différentes, mais il aura toujours son anxiété et son besoin de se surveiller très fortement. Mais ces hypocondriaques, ils sont peu nombreux. Et en réalité, la plupart d'entre nous, on n'a pas le temps. On a des vies tellement chargées qu'on n'a pas le temps de collecter dans tous les sens. Et on a juste nos données, en fait, qui nous informent, qui nous alertent. Nous, d'ailleurs, chez WeSings, on a des fonctions d'alerte pour alerter le patient quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce que parfois, il ne s'en rend pas compte. Donc, moi, je suis plutôt confiante et je pense que l'être humain, il a un cerveau qui est plutôt paresseux. Notre cerveau, il est fait pour parfois faire trop de conclusions à partir d'assez peu d'informations. Donc, en fait, on a un cerveau trop paresseux pour devenir tous hyperchondriaques. Alors, merci pour ces échanges vraiment hyper intéressants. Et on se dit que peut-être vous avez envie de poser des questions dans la salle. Il reste 5 minutes, donc n'hésitez pas. Et merci de vous plier au rôle. Bonjour, et donc je m'appelle François Pesti, je suis pharmacien, expert conseil indépendant pour une prise en charge médicamenteuse mieux sécurisée, plus pertinente et plus efficiente. Je suis porteur d'un projet de plan national de lutte contre l'erreur médicamenteuse, le mésusage des médicaments, et d'amélioration de la pertinence et de l'efficience des prescriptions. Alors, on a 25 ans de retard en France sur les Américains qui font du data mining, c'est-à-dire de la fouille informatisée à partir d'algorithmes prédéfinis pour caractériser systématiquement, ils font ça maintenant dans des dizaines ou des centaines de millions de dossiers médicaux, pour caractériser des événements indésirables, notamment médicamenteux. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la recherche académique américaine a démontré que l'erreur médicale est la 3e ou 4e cause de décès à l'hôpital. Et parmi ces erreurs médicales, ce n'est pas l'erreur de diagnostic la plus fréquente, c'est l'erreur médicamenteuse. Pour rebondir sur les chiffres donnés tout à l'heure, Bernard Bégaud et
Dominique Costagliola, dans un rapport ministériel à Marisol Touraine, chiffrait entre 10 000 et 30 000 décès en France chaque année à cause d'un médicament qui a été pris ou pas pris, d'ailleurs, parce qu'il y a ce... Voilà. On a 25 ans de retard sur la mise en œuvre aux États-Unis, dans tous les lits d'hospitalisation, de la lecture code-barre pour assister à l'administration des médicaments en scannant les data matrix sur chaque conditionnement primaire. Les Américains, lors de la campagne Partnership for Patients, qui s'est déroulée entre 2010 et 2018, ont déployé totalement la lecture code-barre et ils ont évité 25 000 décès liés aux médicaments dans 5 classes de médicaments. Ils ont évité 1 500 000 événements indésirables et ils ont épargné près de 8 milliards de dollars. On n'a pas commencé à faire ça. Dans mon plan, j'ai par exemple, j'aimerais que l'on confie à l'ATIH le soin de faire ce travail de data mining dans les dossiers médicaux français, en pseudonymisant, par exemple. Ça permettrait de voir comment évoluent les événements indésirables graves, notamment médicamenteux. Alors, est-ce que Emmanuel, oui. tu veux réagir déjà là-dessus? Est-ce que tu as des éléments de réponse? Non, c'est en ligne avec ce qu'on se disait. Le problème aujourd'hui de l'analyse, c'est qu'on est aveugle, en fait. C'est qu'un pharmacien qui reçoit un patient à la pharmacie, il ne sait quasiment rien à part son âge, son nom et les médicaments qu'il prend. Je ne sais pas quelle pathologie il a, je ne sais pas quel antécédent il a, je ne sais pas quel poids il fait. Si le poids, je suis sur la ordonnance, j'exagère. Mais même un data mining aujourd'hui, il va être pseudo-aveugle. C'est qu'en fait, on va voir qu'il y a des médicaments prescrits à un patient X, mais on ne sait pas si c'est pertinent, non pertinent. Si vous voulez. C'est un sujet qui sera abordé dans une autre table ronde éventuellement demain sur la téléconsultation entre autres, où on a un besoin majeur, c'est Mon Espace Santé, c'est le DMP, et donc du coup c'est l'interopérabilité, s'il vous plaît, l'interopérabilité 2025. Si on n'a pas compris que ça doit être l'année de l'interopérabilité et du DMP, on n'a rien pigé. Notre système de santé, comme le disait Marguerite Cazeneuve ce matin, c'est pas dans 5 ans qu'il s'écroule, c'est l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Bonjour, merci déjà pour votre présentation. J'ai beaucoup appris. Moi, personnellement, je suis étudiante encore, école d'ingénieur. Je suis vraiment intéressée par l'application de l'analyse de données et l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Depuis que j'ai eu mon bac, ça a toujours été un domaine dans lequel j'aimerais apporter une pierre d'édifice, en fait. Et en fait, ce que je voudrais savoir par rapport à vos différentes entreprises, comment est-ce que quels sont les dilemmes, en fait, pour collecter les données, en fait, pour intégrer les données dans vos innovations, dans vos produits, parce que les données, ça vient des patients, il y a également les médecins qui doivent les prendre en compte. Est-ce que vous n'avez pas des patients, par exemple, qui sont un peu hésitants pour pouvoir donner ces données-là, ou bien en quelque sorte, ouais. C'est une question qui est très importante parce qu'effectivement, les données de santé, c'est des données extrêmement sensibles. En fait, parfois, en tant que philosophe, parfois il y a des personnes qui disent oui, mais quand même, cette frilosité autour des données de santé. Moi, l'image que je prends toujours, en fait, le patient, il a le sentiment, quand il partage ses données de santé, c'est comme s'il vous ouvrait la porte du cabinet médical et que vous étiez à côté de lui pendant la consultation. Et en fait, sur ces sujets, il y a 2 questions. Il y a d'abord, il faut vraiment sécuriser et il faut mettre en confiance. Et il faut rappeler qu'en Europe, on a la chance d'avoir un cadre qui est extrêmement strict avec le RGPD. Nous, on avait anticipé avant même, on a des réglementations qui sont très précises. On ne peut rien faire avec les données sans le consentement du patient. Et ça, c'est très important. Après, il faut que ce consentement soit éclairé et il faut que ce consentement il soit lié à de la confiance parce que malheureusement, en fait, dans la société, quand on nous parle de données, les gens pensent immédiatement à des pratiques qui sont catastrophiques, qui sont les pratiques des GAFAM, de Google, de Facebook, qui vont utiliser nos données pour apprendre plein de choses sur nous et influencer nos comportements. Et en fait, il faut expliquer que les données de santé, c'est absolument pas la même chose, que c'est quelque chose de complètement différent,
donc il faut recréer autour de la donnée un discours vertueux, dire que les données, elles sont là pour informer, qu'elles sont là pour être au service de l'utilisateur et pas contre lui. Et puis je pense qu'il faut dire aussi, et je rajoute quelque chose, moi je pense que les données de santé, c'est la même chose que les cadavres à la Renaissance. En fait, à la Renaissance, on s'est dit il faut qu'on dissèque des cadavres pour faire avancer la santé. Et ben, les données de santé aujourd'hui, elles font aussi avancer la recherche. Et donc c'est ce qu'on explique souvent aux patients, que les données, quand ils acceptent qu'on les collecte, nous, on a un nombre important d'équipes de recherche qui travaillent avec nous de façon rétrospective sur les données et qui arrivent à comprendre les tendances fines d'aggravation qui précèdent une pathologie. Enfin, donc c'est vraiment un enjeu important de générer cette confiance. Merci Mathilde. J'ai un rôle très ingrat sur cette table ronde, c'est d'être maître du temps. J'en ai rêvé toute ma vie. Donc vous avez 30 secondes chacun pour conclure, s'il vous plaît. Très rapidement, et juste pour rebondir sur la question, il y a les données patients et il y a les données de la connaissance médicale. C'est vraiment deux choses différentes. N'oublions pas celle de la connaissance médicale. On a plein de données de connaissance médicale inutilisables en pratique clinique parce que personne n'a le temps d'ouvrir un PDF, d'aller faire des recherches folles sur Internet. Rendre ces données-là actionnables et donc interopérables avec une donnée patient, ça fait partie des énormes chantiers sur lesquels on doit travailler. Puis enfin, c'est rendre les logiciels aussi interopérables entre eux, parce que c'est bien de faire un coffre-fort de données sécurisées, protégées chez l'un, mais si on ne peut pas l'utiliser pour un autre logiciel ou pour un autre soignant, en fait, c'est quand même dommage de ne pas réussir à le partager. Et c'est là que mon espace santé, je ne suis pas payé par l'État français, est la solution, je pense, la plus pragmatique. Si tout le monde déverse dans mon espace santé une donnée actionnable, interopérable, on va vraiment passer à une autre médecine. On y va. Tu es l'optimiste de la table ronde, donc on y va. Quant à l'acceptation du patient de donner des données, encore une fois, je l'ai dit au tout début, il faut juste lui faire comprendre que ça fait partie de son traitement. Au même titre qu'un médicament, au même titre qu'une acte chirurgicale, le fait de rentrer sur la plateforme de suivi et de collecte de données, ça fait partie de son traitement. Si on lui fait comprendre ça, il le donne assez facilement. D'abord, il doit accepter de le faire, il le dit. Et puis après, s'il est encore un peu hésitant, il suffit de lui dire qu'avec Facebook, TikTok et tous les autres réseaux sociaux, on lui pique toutes les données qu'on veut. Il n'a jamais fait attention à ça. Mais que là, les données, elles sont plus intéressantes que de les donner à TikTok ou à Facebook. Cet argument est généralement suffisant pour pouvoir les convaincre définitivement. Oui, pour conclure, moi je suis optimiste mais quand même réaliste et je rebondis sur ce que tu disais Cédric, c'est pas dans 5 ans que ça s'effondre, c'est demain. Effectivement, le défi des maladies chroniques, ça devrait être pour nous un défi aussi dramatique que le défi, la crise écologique. D'ailleurs, c'est les mêmes comportements qui les entraînent, la sédentarité notamment. En fait, on a un système de soins et un système de remboursement qui ne va pas pouvoir faire face à l'explosion des maladies chroniques si on n'arrive pas à faire de la détection précoce avant que les soins deviennent coûteux. C'est-à-dire quand ces pathologies débouchent sur des complications importantes. Donc il faut absolument qu'on comprenne qu'on a besoin de ces données, qu'on a besoin des dispositifs médicaux connectés pour détecter précocement à large échelle et pour motiver les patients à changer de comportement. Donc je pense que je suis optimiste et j'ai de l'espoir, mais il faut qu'on passe la seconde. Merci les data. Bravo. Merci à Emmanuel, merci à Jérôme, merci à Mathilde, bien entendu, et merci à Marianne. Et à Cédric.